Bonjour chers téléspectateurs de Leral.net et bienvenue à la plateforme Leral TV. Aujourd'hui nous avons comme invité Mamadou Ibra Kane. Mamadou Ibra Kane qui est le président du patronat de la presse avec le CEDEPS, mais aussi qui est membre du comité scientifique de la rédaction du Code de la presse consensuel de 2010. Avec lui, on va faire le bilan de l'adoption du Code de la presse qui a été faite le mardi 20 juin 2017. Monsieur Kane, ce code est extrêmement précis et touffu, 62 pages et 233 articles. Quel bilan faites-vous globalement de cette adoption à l'Assemblée nationale de ce projet que tout le monde attendait? Oui, je vous remercie, M. Massène Diop. C'était une attente extrêmement forte des acteurs des médias que le code de la presse soit enfin adopté. Parce qu'à l'issue d'une concertation nationale de septembre 2009 à octobre 2010, les attentes étaient grandes. Et si vous vous rappelez, à l'époque, le président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, avait dit qu'il allait faire adopter ce code sans y changer une virgule. Donc 2010, depuis 2010, on attendait. Le processus d'adoption par l'Assemblée nationale avait été bloqué parce que la majorité présidentielle sous le président Abdoulaye Wade, la majorité présidentielle sous le président Macky Sall avait refusé de voter le code au prétexte qu'il fallait que les journalistes aillent en prison. En cas d'infraction ou de délit de presse, que le journaliste puisse être sanctionné par une peine de prison. Donc, c'est ce qui faisait que le code n'avait pu être adopté. L'année dernière, en septembre 2016, le gouvernement a initié une nouvelle concertation avec les acteurs des médias. En leur tenant ce langage, nous réintroduisons les peines d'emprisonnement pour que le code, qui comporte d'autres aspects très positifs, pour que le code puisse être adopté par la majorité présidentielle. Donc, nous étions d'accord sur le principe et on nous a proposé un projet de code réécrit par le gouvernement de Macky Sall. Malheureusement, ce texte comportait beaucoup de limites par rapport à la liberté de presse et la liberté d'expression. Et donc, nous avons formulé des amendements que le gouvernement devait prendre en compte et nous reproposer un code qui aurait intégré les amendements des acteurs des médias. Le gouvernement n'a pas tenu sa parole et a fait adopter le code sans les amendements des acteurs des médias. C'est ainsi que le 31 mai 2017, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant code de la presse. Et donc le 20 juin 2017, ce code de la presse a été adopté par l'Assemblée nationale. À vous entendre parler, c'est comme un goût d'inachevé. Vous aviez un code initial, mais qui n'a pas finalement été adopté du point de vue de la liberté d'expression et aussi de la liberté de presse, tout simplement. C'est inquiétant parce que ça, c'était votre cheval de bataille lors de votre mémorandum. La démocratie sénégalaise, la liberté de la presse sénégalaise. Effectivement. Ce qui est fondamental pour le Sénégal, c'est que nous ayons un code de la presse qui soit à la hauteur de la Constitution de 2001. C'est la loi fondamentale du Sénégal, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. Et ce code, cette Constitution de 2001 a proclamé et sacralisé la liberté de presse et la liberté d'expression. Malheureusement, après l'adoption de la Constitution de 2001, on n'a pas mis à niveau les autres lois, notamment le Code pénal sénégalais, qui est très répressif pour la liberté de presse et la liberté d'expression. Dans le même sens, le gouvernement a continué dans cette logique répressive avec l'adoption d'un projet de code 2017 où la liberté de presse et la liberté d'expression sont restreintes. De manière concrète, oui, nous saluons que le code ait enfin réglé le problème
du statut de journaliste. Parce que nous évoluons dans un secteur où il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le journalisme et qui évoluent comme journalistes. Donc il fallait établir une barrière à l'entrée. C'est ce qui a été fait dans donc l'article 4 du Code de la presse qui a été adopté. Deuxièmement, il y a le problème de l'environnement juridique, économique et fiscal de l'entreprise de presse. Donc beaucoup de mesures ont été prises pour organiser le secteur, pour le rendre plus performant. Troisièmement, il y a le financement de l'entreprise de presse à deux niveaux. Un, la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse qui permet aux entreprises de presse d'avoir des garanties bancaires, d'avoir un taux de crédit plus favorable, d'avoir des subventions pour la rémunération de la mission de service public que remplissent les médias, qu'ils soient privés ou publics. Et ensuite, deuxièmement, du point de vue du financement, il y a le fait que la RTS, qui est une société nationale, sera financée sur le budget de l'État, à concurrence par exemple de 70%, ce n'est pas précisé dans le code de la presse, mais c'est un décret d'application qui va le spécifier. Donc que la RTS par exemple soit financée à hauteur de 70% et qu'elle ne puisse prendre que 30% du marché publicitaire. Ce qui fait que les 70% qui vont se libérer vont aller aux médias privés de l'audiovisuel. Et ça aussi, parce que sans publicité, nous n'avons pas de ressources. Donc ça, ce sont les points. Il y a certains détails sur lesquels je ne vais pas revenir, mais pour l'essentiel, ce sont ces trois points-là qui sont à saluer. Ces trois points ne sont pas, du point de vue politique, issus de la volonté du président Macky Sall. C'est la concertation nationale qui avait réglé ce problème-là jusqu'en octobre 2010. Maintenant, ça c'est un aspect. L'autre aspect concerne les sanctions administratives, pécuniaires et pénales. Notamment, on dit qu'on passe d'une peine maximale de 3 ans de prison, auparavant à 5 ans de prison ferme dans le nouveau code. Et pour les amendes, le maximum peut passer jusqu'à 30 millions de francs CFA. Parler de ces mesures répressives. Oui, ce n'est pas seulement ces mesures-là. Il y a beaucoup, je ne suis pas un juriste, on ne va pas rentrer dans le juridisme. Mais de manière générale, il faut comprendre la démarche du gouvernement. Nous ne pouvons pas adopter le projet de code consensuel de 2010 parce qu'on y a enlevé les peines d'emprisonnement. Donc, par conséquent, la logique de ce projet de code-là, c'était de renforcer les sanctions administratives et les sanctions financières. OK? Donc, le gouvernement dit, ce code-là, ce n'est pas possible. Donc, je vous propose de réintroduire les peines d'emprisonnement. Donc, le gouvernement, non seulement a réintroduit les peines d'emprisonnement, mais en plus, le gouvernement les a alourdies. C'est pourquoi on passe notamment de 3 ans à 5 ans, etc. Le gouvernement a maintenu et renforcé les sanctions administratives. Le gouvernement a maintenu et renforcé les sanctions financières. Donc, non seulement la liberté de presse est limitée, mais en plus de ça, on peut faire de la répression de journalistes et souvent à partir de prétextes extrêmement fallacieux. La notion de secret défense. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'article 5, c'est l'article 5 sur le champ d'action du journaliste, le journaliste peut faire des investigations sur toute question d'intérêt public. C'était ça le formulé de l'article. Le gouvernement y a introduit, sous réserve du secret défense, sous réserve du secret de l'instruction, sous réserve du secret de l'enquête. Okay? Et ça, ce sont des notions fourre-tout. Ces notions-là sont une épée de Damoclès sur la profession de journaliste au Sénégal. Et il s'agira que l'autorité administrative veuille incriminer un journaliste. Il y a
le code de la presse a réglé ce problème donc pour l'administration et le pouvoir politique. Mais au vu de l'état de responsabilité de la presse sénégalaise, entre guillemets, est-ce que l'État n'a pas vraiment jugé nécessaire quand même de normaliser le secteur avec quand même des mesures coercitives? Sinon, bon, on sait au Sénégal, s'il n'y a pas de mesures coercitives, si c'est juste le dialogue, ça ne passe pas. Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté régalienne de maintenir l'ordre public et l'intégrité des Sénégalais? Absolument. D'une part, d'abord, l'État et ses démembrements doivent assurer la sécurité des citoyens. Quiconque menace la sécurité de l'État, l'État peut le réprimer. Okay? Par exemple, si effectivement un journaliste dévoile un secret défense, en bonne et due forme, il n'y a pas de doute que nous, tous Sénégalais, nous soutenons l'État dans son action. Deuxièmement, il y a maintenant le problème de l'abus de pouvoir par l'autorité administrative. Ça peut être le président de la République, ça peut être le Premier ministre, ça peut être un ministre, ça peut être un gouverneur, ça peut être un quelconque fonctionnaire, etc. Donc dans un état de droit, on fait de telle sorte qu'on détermine dans des conditions bien précises quand une personne a violé la loi, dans quelles conditions on peut donc sanctionner cette personne-là. Et souvent, on le fait grâce à l'intervention du pouvoir judiciaire. Okay? Le pouvoir judiciaire qui regarde les lois du Sénégal, le code pénal du Sénégal, etc., etc., et dit, en fonction du délit, d'abord le délit est prouvé, ou le crime est prouvé, on dit c'est telle sanction. Okay? Donc c'est à ce niveau-là que nous demandons, par exemple, pour l'intervention, pour la fermeture d'un organe de presse, nous demandons l'intervention du pouvoir judiciaire. Donc, nous sommes d'accord qu'il faut réprimer tout délit, mais que cela se fasse dans le cadre de la loi. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est que quand vous regardez la presse au Sénégal, la presse elle-même est victime de la loi 9604 qui permet à toute personne qui vit du métier de journaliste d'être considéré comme un journaliste. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'intrus dans la profession. Aujourd'hui, quand on regarde les délits de presse, ce sont essentiellement ces gens-là qui n'ont pas de formation, qui ne connaissent pas l'éthique et la déontologie. Maintenant, et ça, quand c'est répréhensible, il faut que la loi sanctionne. Tout le monde est d'accord. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes d'accord que c'est la République qui peut nous sauver les uns et les autres. Mais nous refusons les abus de pouvoir. Maintenant, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est que nous avons une constitution qui est très progressiste, qui consacre la liberté de presse et la liberté d'expression, c'est-à-dire que tout Sénégalais peut s'exprimer sur quelque support que ce soit, librement. Et mieux, il est dit aussi que tout Sénégalais peut créer tout organe de presse qu'il désire. Donc, comment concilier ce droit consacré par la Constitution, ces droits consacrés par la Constitution et, disons, l'encadrement juridique de la profession. Et il se trouve que le grand cauchemar des hommes politiques sénégalais, ou bien comme on dit les politiciens, ce sont en réalité les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Ce n'est pas la presse en tant que telle. Oui, la presse, de toute façon, elle est inattaquable quand elle parle des abus de l'administration, des fautes de gestion, donc, etc., etc. Ou bien même en matière internationale, nos relations avec tel pays ou tel autre pays. Là, par exemple, on parle souvent du retour de la domination néocoloniale donc, par la France, de l'intervention du Maroc comme puissance économique au Sénégal et dans la sous-région, etc. Ça, la presse peut en parler encore et encore. Et personne ne peut l'empêcher de dire ça, quel que soit le code de la presse qui sera adopté. Bon, mais je dis le problème, la hantise, le cauchemar des politiciens, les députés, etc., quand vous les entendez parler contre les journalistes, mais en réalité, ce ne sont pas les journalistes. Ce sont les réseaux sociaux et certains sites internet, oui, qui ne sont pas nécessairement animés par des journalistes. Justement, c'est une bonne transition par rapport à l'encadrement des médias en ligne. On dit qu'il y a plus de 200 sites ici au Sénégal qui participent à
à la diffusion de ce qu'on appelle les fake news. Ça aussi, c'est votre responsabilité en tant que la presse en général. Le site internet, comme disait Fadel Barro, le journaliste de Y'en a marre, c'est le moyen faible de la presse sénégalaise. Oui, c'est-à-dire que la presse en ligne est assez spécifique. D'abord, comme je le rappelais tout de suite, tout citoyen sénégalais et même tout étranger vivant au Sénégal peut s'exprimer librement. C'est garanti par la Constitution. Tout étranger ou tout citoyen sénégalais peut créer son site internet, peut créer son réseau social, etc. Le problème, ce n'est pas au niveau des médias en tant que tels. Ce sont des sites, des blogs, etc., qui posent problème. Et même le dernier incident dont on a parlé dans la presse au Sénégal, avec le cas de notre consoeur qui a fait une caricature du président de la République. Je n'ai pas vu la caricature, donc je ne peux pas la caractériser. Elle a eu des problèmes à travers un réseau social, à travers WhatsApp. Donc c'est à ce niveau-là où il y a problème. Le fait qu'elle soit journaliste, d'ailleurs je ne sais même pas si elle est journaliste ou pas, mais en tout cas elle est présentée comme telle, donc c'est là où ça pose problème. L'autre élément, c'est que la presse en ligne, n'ayant pas de modèle économique, ne pouvant vivre de son activité, donc les gens ont des écarts pour faire du sensationnalisme, de l'événementiel, etc., etc. Donc c'est assez compliqué. En aucun cas, les entreprises de presse ne sont comptables de gens qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas de la profession. Et même mieux, le concept d'entreprise de presse, il doit être validé par le ministère de la Communication. Tout le monde peut créer son média. Je peux créer un journal, je peux créer un site internet, je peux créer une page, je peux utiliser les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. etc. Mais je ne peux pas créer une entreprise de presse. Une entreprise de presse, ça demande la validation par l'autorité administrative compétente et qui va conférer à cette entreprise de presse-là un statut. Mais tout le monde sera libre de donner son point de vue selon la manière qu'elle juge opportune. Absolument. Parlons maintenant de l'applicabilité et de l'effectivité de ce code de la presse. On parle des décrets d'application. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la suite réglementaire de ce projet de loi qui a été voté? Oui, c'est-à-dire que le gouvernement a d'ores et déjà annoncé à travers le ministre de la Culture et de la Communication et le secrétaire d'État à la Communication, comme quoi ils vont rapidement prendre les décrets d'application qui s'imposent. C'est à peu près 13 décrets d'application qu'il faut prendre, parce que sans ça, la loi elle-même sera une coquille vide. Maintenant, il nous appartient, nous, acteurs des médias, de faire aussi la pression sur les politiques. Comme l'a dit M. Mbagnick Ndiaye, le ministre de la Culture et de la Communication. Ils ont un calendrier politique, il y a les élections à la fin du mois de juillet, etc. Donc, il faut qu'on se batte. Et pourquoi pas, même nous, en tant qu'acteurs des médias, qu'on conçoive les décrets d'application et qu'on les propose donc au gouvernement pour son adoption. Une dernière question par rapport toujours dans l'applicabilité des lois, la convention des journalistes. On parlait tantôt de la revalorisation de cette convention. Où en sommes-nous actuellement, nous, la presse sénégalaise? Bon, ça n'a rien à voir avec le code de la presse. Mais ça concourt à régler un des problèmes de la presse de manière générale. Et en réalité, quand la coordination des associations de presse a rencontré le ministre de la Culture et de la Communication, lui-même, il a lancé la nécessité d'un plan national pour la presse. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. La presse sénégalaise connaît une crise économique et une crise sociale. Donc, un plan qui nous permettrait, comme on le fait pour l'agriculture, pour la pêche, pour le logement social, etc., etc., un plan pour préserver la presse. Parce que préserver la presse, c'est préserver la démocratie sénégalaise, c'est préserver la stabilité politique et sociale. Donc, il faut ce plan national, il faut donc le code de la presse et ses décrets d'application, il faut une convention
collective. Maintenant, le problème de la convention collective, c'est que on ne peut pas demander plus à quelqu'un qui ne fait pas le minimum. Les 9/10 des entreprises de presse au Sénégal sont en situation de quasi-faillite. La plupart des travailleurs des médias, je dis bien travailleurs des médias, parce qu'au niveau des médias, il n'y a pas que les journalistes. Il y a certes les techniciens qui sont déjà reconnus, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui travaillent au sein des médias. Donc aujourd'hui, nous voulons une convention collective des travailleurs des médias. Donc les travailleurs des médias aujourd'hui, ils n'ont pas de contrat, ils ne sont pas payés à une juste rémunération, on ne cotise pas pour eux au niveau de l'IPRES, donc pour la retraite, ils ne bénéficient pas d'une couverture en cas d'allocation, en cas d'accident du travail, et ils ne perçoivent pas d'allocation donc familiale, et en plus de ça, ils n'ont pas de couverture maladie, ne serait-ce qu'à travers une IPM ou bien une assurance maladie. Donc ça, c'est beaucoup de questions qu'il faut que le gouvernement comprenne la nécessité d'aider la presse. Non pas pour en faire des privilégiés de la République, non. C'est que nous avons besoin des journalistes, nous avons besoin d'une presse libre et indépendante pour que la démocratie sénégalaise soit préservée. Dans un pays où la liberté de presse est de plus en plus élargie, ce pays-là est un pays démocratique. Là où on introduit des limitations à la liberté de presse, il faut s'en inquiéter. Moi, je voudrais que n'importe quel Sénégalais puisse faire une caricature du président de la République. Où est le problème? Mais où est le problème? Le président de la République, ce n'est pas un dieu. Hein? C'est un mortel, un homo sénégalensis comme chacun d'entre nous. Hein? Il y a des règles d'éthique qu'il faut préserver. Mais oui, je verrais bien qu'on fasse une caricature du président de la République. Oui, comme Odia le fait, comme on le ferait pour le Premier ministre, etc., ou tout autre, disons, personnage public. Et ça, en conservant nos valeurs africaines, nos valeurs sénégalaises et les valeurs universelles. C'est ce Sénégal-là qui a permis l'élection du président Abdoulaye Wade. Sans une presse vigilante, comme le dit la Constitution du Sénégal qui renforce la transparence et la bonne gouvernance, on n'aurait pas eu le président Abdoulaye Wade. Et après le président Abdoulaye Wade, on n'aurait pas eu le président Macky Sall. Et donc, ne serait-ce que pour ça, nous souhaitons que les prochains présidents de la République du Sénégal puissent être élus de manière démocratique, de manière transparente. Et ça, entre autres, c'est un des rôles joués par la presse. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat d'opposition à un régime. Nous nous battons pour le Sénégal et il est important que notre classe politique, qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition, qu'elle comprenne la nécessité d'avoir une presse libre et indépendante.